Détective Aken est dans la place. Les amis, dans ces énigmes, comme je vous l'ai dit, il va falloir prendre du recul pour essayer de voir ce qui cloche. Ça peut être de l'horreur, du paranormal, des choses simplement glauques, rien que ça. Ou sinon, on va nous poser une petite question en fin d'histoire nous disant « Mais qu'est-ce qui cloche ?» Après chaque histoire, je vous donnerai la réponse de l'énigme, comme ça vous ne serez pas frustré de ne pas savoir ce qui se passe en fait dans l'histoire. Allez, on commence. J'ai vécu pendant 3 ans avec un vieil homme. Un jour, il a été arrêté et la police m'a emmené avec eux. Les policiers m'ont montré un menu et m'ont demandé ce que je voulais manger. Je leur ai dit que je voulais un burger et des frites. Je leur ai également dit que je voulais boire quelque chose de frais avec mon repas. Ils m'ont donc donné un thé glacé. J'ai entendu un des policiers dire « Il va être à l'ombre pendant un moment, il a eu 14 accusations ». Je n'ai pas bien compris et finalement, les policiers m'ont emmené dans leur voiture et m'ont ramené à la maison. Une fois qu'on est arrivé, tous ceux qui étaient présents pleurait. L'énigme s'arrête ici. Est-ce que vous avez compris le sens de cette histoire? Celle-là, on va pas se mentir, c'est pas la plus compliquée. Et s'il y en a qui n'ont pas forcément réussi à deviner ce qui s'est passé, voilà en fait ce qu'on peut lire entre les lignes de cette histoire. En fait, la personne qui raconte l'histoire est un enfant qui vivait avec un vieil homme pendant 3 mois. En fait, ce vieil homme avait enlevé l'enfant et le séquestré. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a été arrêté. Et ensuite, quand les policiers ont ramené l'enfant dans une maison et que tout le monde pleurait, c'est que c'est sa famille qui a retrouvé l'enfant et qui a été ému de le retrouver. Je vous l'accorde, cette énigme était plutôt simple. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas toutes comme ça. Passons à la deuxième énigme. Il y avait une jeune femme qui vivait seule. Une nuit, elle se préparait pour aller dormir et elle est allée dans sa salle de bain pour se nettoyer le visage. Elle a ouvert le robinet et l'eau a commencé à couler. Elle s'est rafraîchi le visage. Après cela, elle a étalé un peu de savon et a commencé à se masser le visage avec le savon. À ce moment-là, la jeune femme a entendu un bruit, elle a cru reconnaître des bruits de pas. Le savon était toujours sur son visage, du coup elle ne pouvait pas ouvrir les yeux parce que naturellement ça lui aurait piqué. Les yeux fermés, elle recherche le robinet, elle l'ouvre, l'eau coule et elle se rince ensuite le visage. Elle se le sèche ensuite avec une serviette et après cela, une fois qu'elle a le visage nettoyé et qu'elle peut de nouveau ouvrir les yeux, elle regarde autour d'elle et elle ne voit rien du tout. La salle de bain est vide et il n'y a personne. Elle se dit donc que c'était sûrement son imagination. Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire les amis? Eh bien là, on va avoir quelque chose qui peut ressortir dans différentes histoires, c'est qu'elle va répéter un mouvement qu'elle n'aurait jamais dû répéter normalement. Quand vous utilisez votre robinet dans votre salle de bain, l'eau normalement continue à couler en continu. Et là, dans l'histoire, on nous dit qu'elle a dû l'ouvrir une deuxième fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien quelqu'un chez elle, et que ce quelqu'un est allé dans sa salle de bain, et a fermé le robinet, d'où le fait qu'elle ait dû l'ouvrir de nouveau. Donc clairement, cette femme n'est pas en sécurité chez elle. Bravo si vous avez deviné, et ceux qui n'avaient pas réussi, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est un peu tricky. Je vous propose de passer à la troisième énigme. La maison dans laquelle je vis est vraiment très vieille. C'est une maison qui était dans ma famille depuis des générations. Et depuis quelque temps, quand je me trouve dans la pièce à vivre, peu importe le temps ou qu'il fasse jour ou nuit, j'entends un bruit assez étrange qui ressemble à une voix de femme qui produit comme une sorte de bourdonnement. J'entends C'est assez léger et parfois j'ai même du mal à le remarquer. Mais graduellement, le son devient de plus en plus fort. J'ai essayé dans un premier temps de l'ignorer, mais le son devenant de plus en plus fort, je n'arrive pas à me concentrer quand je l'entends. Donc à chaque fois que j'entends ce son, je récite une prière encore plus fort que le son lui-même. Je la répète encore et étrangement ça semble éloigner le fameux son qui me dérange. Hier, un de mes groupes préférés a sorti un nouvel album. Ça faisait des mois que j'attendais pour l'écouter, je me suis donc précipité au magasin pour l'acheter, et dès que je suis revenu, j'ai décidé de l'écouter avec mes écouteurs. L'album était encore mieux que ce à quoi je m'attendais, et quand j'ai fini d'écouter toutes les chansons, j'ai enlevé mes écouteurs, et juste à côté de mes oreilles, j'ai entendu Les amis, cette énigme prend fin ici. Selon vous, quelle est l'explication? Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire? Moi je le sais parce que j'ai accès aux solutions évidemment, mais c'était pas franchement quelque chose de super évident quand j'ai lu l'énigme pour la première fois. Après je suis peut-être un peu con. En fait vous allez voir, c'est évident. À chaque fois que la personne entendait des bruits, elle récitait une prière. Sauf que le jour où la personne est allée acheter l'album,
Elle est directement ensuite rentrée chez elle et a mis ses écouteurs. Du coup, elle n'a pas pu faire attention au bruit qui était là. Et forcément, quand on écoute un nouvel album, on ne met pas le volume au minimum. Donc en fait, elle n'entendait pas le son du bourdonnement qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui raconte l'histoire n'a pas récité de prière. Et apparemment, ce qu'on pourrait supposer, c'est que le fait de réciter des prières éloignait justement le bourdonnement, la chose un peu paranormale qui faisait le bruit. Et là, n'ayant pas de prière, la chose paranormale s'est rapprochée tranquillement de la personne qui écoutait sa musique. Donc mon petit conseil par rapport à cette histoire, n'écoutez pas avec vos écouteurs. Comme ça, sécurité. On est parti pour une 4e énigme. J'étais vraiment très apeuré la nuit dernière après avoir lu une histoire d'horreur sur mon site d'horreur préféré. Ce qui empirait les choses, c'est que mes parents n'étaient pas là. J'étais donc tout seul dans la maison. Pour me rassurer, j'ai décidé d'allumer toutes les lumières de la maison. Je suis ensuite allé me doucher, j'ai réussi à me détendre, j'ai passé un bon moment sous la douche. J'avais mis également un petit peu de musique, et quand je suis sorti, je me suis séché, et je me suis dit qu'il était temps pour moi d'aller me coucher. Je suis donc sorti de la salle de bain, j'ai allumé la lumière du couloir, et là j'ai eu assez peur parce que un de mes sacs était tombé d'une chaise. Ça m'a vraiment fait sursauter. Et là l'histoire les amis s'arrête ici, et automatiquement, si vous utilisez une même méthode que pour une précédente histoire, vous avez déjà deviné ce qui clochait ici. On retrouve un peu le même mécanisme que l'histoire de la femme qui se nettoyait le visage. On nous dit dans l'histoire que la personne a allumé toutes les lumières de la maison. Donc comment ça se fait si la personne est seule chez elle, que la lumière juste devant la salle de bain soit éteinte quand il sort de la douche? Je pense que l'explication la plus plausible et assez glauque, on va pas se mentir, c'est qu'en fait, cette personne-là n'est pas toute seule chez elle. Et du coup, il est peut-être pas en sécurité. Alors comment vous trouvez ces petites énigmes? C'est des énigmes assez courtes, mais à chaque fois il y a un petit truc qui te retourne le cerveau, on va pas se mentir. Dites-moi vous en commentaire ou dans le chat si vous êtes sur live ce que vous en pensez. Hier je suis allé à la librairie pour emprunter quelques livres. J'ai demandé au libraire où se trouvait la section des livres d'horreur. Et la libraire m'a donc indiqué la zone où il y avait tous les livres d'horreur, c'était une étagère dans le coin de la pièce qui se trouvait contre un mur. Je me suis donc dirigé à côté de cette étagère, je regardais un peu les différents titres de livres, j'en ai sorti un de son emplacement, et là j'ai eu un petit sursaut parce qu'il y avait une jeune fille de l'autre côté de l'étagère qui me regardait. Nos yeux se sont croisés pendant un moment, je la trouvais vraiment très jolie et j'avais très envie de lui parler. J'ai passé 10 minutes à faire genre je regardais des livres, et à essayer de trouver du courage pour lui parler, peut-être avoir son numéro. Mais finalement, j'ai emprunté 3 livres et je suis reparti de là où j'étais. En sortant de la librairie, je me suis dit que j'étais vraiment un vrai bolos parce que j'aurais dû trouver le courage de demander à cette fille si elle voulait bien avoir un petit date avec moi. Les amis, l'histoire s'arrête ici et là, la petite révélation est assez subtile. Est-ce que vous l'avez? En tout cas, si vous voulez un indice, c'est une situation paranormale. Là, il faut un petit peu décortiquer l'énoncé de cette énigme. On nous dit que le jeune homme va à la bibliothèque, normal, et l'étagère qu'il recherche, l'étagère des livres d'horreur, se trouve dans le coin de la pièce, normal, mais en fait elle se retrouve contre un mur. Et à ce moment-là, quand on a bien mis ça dans notre tête, comment c'est possible, étant contre un mur, qu'en enlevant un livre, il voit une jeune fille derrière? C'est impossible. Celle-là, je me demande si vous l'aviez, parce que personnellement, celle-là, quand je l'ai lu, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas capté, je me disais, attends, il est où le truc? Bon là on va parler hôtel maintenant. J'étais en vacances à Bangkok, en Thaïlande, et j'avais décidé de rester dans un hôtel pas très cher, pour économiser de l'argent et plutôt le dépenser dans des loisirs. Les habitants du coin disaient que l'hôtel où je résidais était hanté. Bon déjà quand on te dit ça t'évites d'y rester. Mais bon, je me disais que les Thaïlandais du coin étaient très parano, et du coup j'ai décidé de ne pas les écouter. Ils étaient quand même assez superstitieux. Néanmoins j'ai vécu une expérience plutôt étrange la nuit dernière. Et là vous allez me dire mais c'est quoi l'expérience étrange qu'on a vécue là? Je veux savoir moi. Je prenais un petit bain, tranquillement, j'étais en train de me nettoyer les cheveux, et j'ai allumé de mon bain la télévision. Soudainement, à la télé, sur l'écran, est apparue une femme vraiment très creepy, avec des cheveux noirs assez longs et le visage très pâle. Je commençais à sortir de ma baignoire quand ça m'a fait vraiment sursauter, et en glissant un peu sur le sol ayant les pieds mouillés, j'ai fait tomber le sèche-cheveux dans l'eau de ma baignoire. Ça a fait sursauter les plombs de ma chambre, et j'ai dû utiliser la lumière de la télévision pour pouvoir m'habiller.
Je suis ensuite descendu à la réception et il se trouve que mon petit incident a en fait fait sauter les plombs de tout l'hôtel. Je dois bien avouer que le manager de l'hôtel était plutôt furieux après moi à ce moment-là. L'histoire s'arrête ici. Avez-vous capté le petit problème de cette histoire? Là je me dis quand même, si tu le remarques pas, si tu le vis, c'est assez chaud pour toi quand même. Le truc c'est que la personne a pris son bain et puis en fait il a fait tomber un truc électrique dans l'eau. Il n'était pas dans le bain sinon il serait mort. Mais du coup ça a fait sauter les plombs. Qui dit sauter les plombs, ça veut dire plus d'électricité, plus rien. Même plus de télé. Donc il y a quelque chose de paranormal qui se trame dans la chambre de cet hôtel, qui confirme d'ailleurs que cet hôtel est hanté, parce que la télé était toujours allumée bien qu'elle n'était plus reliée à de l'électricité. Peut-être cette fameuse femme qu'il a vue dans son écran de télévision qui hantait la télé et qui l'aurait maintenue allumée pour peut-être attaquer un peu plus tard, qui sait. Septième histoire les amis, on parle de malédiction. J'ai trouvé un ancien livre de magie noire. Ce livre explique comment lancer une malédiction sur quelqu'un. Il est écrit dans le livre, si vous suivez à la lettre les instructions qui sont écrites, la malédiction sera lancée sur la personne de votre choix. Néanmoins, si vous faites la moindre petite erreur, la malédiction se retournera contre vous. Soyez donc très prudent, souhaitez-vous vraiment faire ceci? Évidemment que je voulais le faire, j'ai un ennemi à maudire, donc j'irai jusqu'au bout. Cette personne, je la hais de tout mon cœur. Je souhaite que cette personne meure de la manière la plus atroce possible et je veux vraiment le maudire. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est ça la raison pour laquelle j'ai cherché ce livre de magie noire. Je veux que cette malédiction fonctionne, donc je suivrai les instructions à la lettre. Aucun souci sur ça. L'étape 1 dit, fermez vos yeux et imaginez le visage de votre ennemi. C'est simple, j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé le visage de mon ennemi, je ne pouvais pas l'oublier de toute manière. Je rouvre les yeux et je me dis, ok, c'est quoi la suite? L'étape 2, imaginez la malédiction que vous souhaitez placer sur votre ennemi et quels en seraient ses effets. Je veux que cette personne souffre de la manière la plus horrible possible et qu'il souhaite par-dessus tout mourir sans y parvenir. Je regarde la troisième étape qui dit, maintenant, ouvrez vos yeux. Là, c'était très simple. La personne n'a pas du tout respecté les instructions. Il aurait dû lire toutes les étapes d'un coup pour ensuite le faire, alors que là, il faisait étape par étape. Donc, on lui dit de fermer les yeux, il les a fermés. Bien, il a imaginé le visage de son ennemi, ok, mais après il les a réouverts, alors que pour la réouvrir, il fallait qu'il le fasse seulement à la troisième étape. Donc en fait, la personne qui raconte l'histoire s'est lancé une malédiction à lui-même. Du coup, il va énormément souffrir, au point de vouloir mourir, sans jamais y parvenir. C'est ballot. C'est pour ça, vaut mieux lire toutes les indications d'un coup, pour être sûr d'avoir tout en tête dès le départ. Et là, vous pouvez le dire, cette personne est un petit peu con. Cette histoire-là, je l'aime bien. J'ai été témoin d'un horrible accident. Je voulais traverser une rue sur un passage piéton qui était utilisé par des voitures également. Du coup, j'attendais que le feu piéton passe au vert. Là, je me suis fait rentrer dedans par quelqu'un. Cet homme ne m'a même pas dit pardon. J'allais m'énerver contre lui quand j'ai remarqué que cet homme tenait une canne. C'était assez étrange parce que cet homme n'avait pas l'air vieux. Je me suis donc dit qu'il devait avoir quelque chose qui n'allait pas avec ses jambes. Là, j'ai eu un léger sursaut parce que mon téléphone a commencé à sonner. La sonnerie était vraiment à son maximum, du coup j'ai sorti mon téléphone, et avant que j'aie le temps d'appuyer sur décrocher, j'ai entendu un bruit de fracas, un bruit de frein, vraiment quelque chose d'horrible juste à côté de moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme qui m'était rentré dedans, gisant sur le sol dans une mare de sang. Ses lunettes de soleil étaient à côté de lui, brisées. Le conducteur est sorti de sa voiture, il criait, il a dit il s'est jeté sur ma voiture. Du coup, le conducteur se disait mais en fait il a juste essayé de se suicider. Moi, je pensais que cet homme était juste un peu fou et qu'il ne savait même pas où il allait. Il m'était rentré dedans, là il s'était précipité sur la voiture, il ne devait pas être très bien dans sa tête. C'était entièrement sa faute, il avait juste à faire plus attention. L'histoire s'arrête ici, c'est assez sale, les réflexions sont assez dérangeantes si vous comprenez un peu ce qui vient vraiment de se passer, mais en tout cas, il y a une chose là-dedans qui te fait comprendre un peu tout, c'est le point de révélateur. En fait, l'homme avec la canne est un homme aveugle. C'est pour ça qu'il n'a pas l'air vieux, qu'il a une canne pour pouvoir se diriger, et on nous dit plus tard qu'il avait des lunettes de soleil, et souvent les aveugles portent des lunettes de soleil pour cacher leurs yeux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Il est rentré dans la personne qui raconte l'histoire, tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu, normal pour un aveugle, et ensuite, pourquoi il a traversé la rue et s'est fait écraser? C'est qu'en fait, la sonnerie du téléphone de la personne qui raconte ressemblait, pour l'aveugle, au son, vous savez, quand les feux deviennent verts, on a des fois une sorte de ding-dong
qui leur indique qu'en fait ils peuvent traverser parce que le feu piéton est vert. L'aveugle a pris la sonnerie de téléphone de la personne pour ce fameux ding-dong, du coup il a commencé à traverser alors qu'il n'aurait pas dû. Ce n'est pas le bon ding-dong du feu, et du coup la voiture qui va arriver à toute allure, boum, l'a percuté. Après on va pas se mentir, les réactions des deux personnes à côté sont dégueulasses. Parce qu'on parle quand même d'un accident de voiture et les mecs sont là, mais c'est sa faute. Les amis, on est parti pour la 9e et dernière histoire de cette petite série d'énigmes creepy. Je vivais au 8e étage d'un complexe d'appartements et je prenais naturellement toujours l'ascenseur. J'étais un gros flemmard donc j'avais pas envie de prendre l'escalier. Un jour, je rentrais du travail, je suis rentré dans l'ascenseur et j'ai entendu des bruits étranges venant de l'extérieur de l'ascenseur. J'entendais comme si quelque chose rampait dans la cage d'ascenseur. Ça faisait une sorte de claquement. Je n'arrivais pas trop à identifier le son, mais ça ressemblait à des sortes de griffures sur du métal. Vraiment quelque chose qui ne m'était pas du tout à l'aise quand je me trouvais dans l'ascenseur à ce moment-là. Ça m'a vraiment donné des sueurs froides et j'ai été vraiment très heureux quand je suis enfin arrivé à mon étage. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le son avait disparu. Je suis allé à mon appartement, j'ai passé une soirée plutôt tranquille et pendant la nuit, un bruit sourd m'a réveillé. Un gros boom qui m'a sorti de mon sommeil. Et l'histoire s'arrête ici. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Je vais vous le dire, l'ascenseur, en fait, est tombé. Quand la personne qui raconte l'histoire était dans l'ascenseur, en fait, c'était les câbles de l'ascenseur qui commençaient un peu à se détacher. Et justement, pendant la nuit, aux alentours de minuit, quand quelqu'un l'a emprunté, les câbles devaient être sacrément bien rongés. Du coup, quand il l'a utilisé, les câbles ont lâché, ce qui a fait que l'ascenseur est tombé. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins un mort dans l'ascenseur qui est tombé aussi également. Et après le gros boom, c'est l'ascenseur qui a atteint le sol et qui s'est écrasé. Est-ce que vous l'aviez deviné? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire ou en chat, parce que c'est creepy, ça c'est sûr. Tu te dis que ça aurait pu être toi. Et si on commençait par la première énigme? Mon voisin pense que je suis une vieille femme qui fait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, j'ai été témoin d'un meurtre. Je regardais par ma fenêtre quand j'ai vu quelque chose de l'autre côté du bâtiment, dans l'appartement opposé au mien. Un homme était en train d'assassiner une femme. La chose étrange, c'est qu'une fois qu'il ait commis son meurtre, l'homme s'est retourné et nos regards se sont croisés. C'était très étrange. Il m'a pointé du doigt et est resté là, 1 minute ou 2. Pendant tout le temps où il me regardait, ses doigts bougeaient. J'ai appelé la police et ils m'ont dit que je devais faire une déposition le lendemain, dès que le commissariat serait ouvert. Je suis sûr qu'ils vont l'attraper, j'ai vu son visage très clairement. Mes chers enquêteurs, cette énigme déjà n'est pas des plus simples. J'ai moi-même dû travailler sur cette énigme pendant pas mal de temps, jusqu'à mettre au point une réponse claire et précise. La première théorie qui me venait en tête, c'était que le voisin était un voisin dérangé par les bruits de la vieille femme qui raconte l'histoire, et qu'en fait il se serait tout simplement trompé de voisine à assassiner. Mais il n'en est rien. On a affaire à quelque chose d'encore pire que ça. En réalité, la vieille femme qui raconte l'histoire est en bien mauvaise posture. Effectivement, notre assassin regarde directement où se trouve la vieille femme, et pourquoi bouge-t-il ses doigts en la regardant? C'est qu'en fait il compte le nombre de fenêtres et aussi le nombre d'étages pour savoir précisément où elle habite. Comme ça, il pourra assassiner la seule témoin du meurtre qu'il vient de commettre. La vieille femme devra faire une déposition le lendemain matin au commissariat, sauf qu'il sera peut-être déjà trop tard. Celle-là n'était pas très simple, vraiment. Et si on continuait avec une seconde énigme? Allez, énigme suivante. C'est difficile d'être une mère. J'ai récemment découvert que mon fils avait des facultés mentales particulières. Il avait l'habitude de temps en temps de pointer le doigt vers des personnes. Mon mari et moi on a réalisé que quand notre fils pointe son doigt vers quelqu'un, cette personne décédera 3 jours plus tard. L'année dernière, il a pointé son doigt vers son grand-père qui est mort d'une crise cardiaque 3 jours après. Il y a quelques mois, il a pointé son doigt vers une célèbre actrice dans un magazine et 3 jours après, elle est morte dans un accident de voiture. Aujourd'hui, je suis allé dans le salon pour regarder la télévision et mon fils pointait l'écran. J'ai allumé la télévision et il y avait le président qui faisait un discours. Je ne peux pas croire que le président va mourir, mais mon fils ne se trompe jamais. Les amis, celle-là est bien plus simple. Vous savez, comme composant d'une télévision, on a une vitre. Et la vitre, quelle est sa particularité? C'est qu'elle peut réfléchir une image. En l'occurrence, si moi je suis en face d'une télévision, elle va réfléchir mon image. Déjà là, vous avez un indice. Trêve de flagornerie, le fils a tout simplement désigné sa mère de son doigt au travers de son reflet sur la télévision. Effectivement, ça pue pour maman. Et sur celle-ci, si on avait déjà le petit truc, c'était simple. Vous me direz si vous aviez eu la réponse. Énigme suivante.
Ma femme et moi avons pris des vacances bien méritées. Nous avons passé un long vol de New York à Londres, on avait réservé dans un hôtel très beau, et après une longue journée de balade, on est rentré dans notre chambre d'hôtel et on s'est endormi tout de suite. On a été réveillé par des bruits assez particuliers mais très forts. J'ai donc regardé à l'extérieur par la fenêtre et il y avait des policiers partout. Ils m'ont crié qu'il y avait une prise d'otage à un meurtrier au 2e étage. Je suis au 3e étage et j'ai pu voir que les policiers avaient bloqué les ascenseurs et les escaliers. Le meurtrier ne pourra pas monter à mon étage. J'en conclus donc que nous ne sommes pas en danger. Tellement fatigués, ma femme et moi, on a décidé de se recoucher. J'espère vraiment qu'ils vont attraper ce mec. Les amis, là c'est particulier parce que c'est une énigme de base en anglais. Et c'est justement sur la grammaire et sur la culture de l'orthographe que tout se joue sur cette énigme. Peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas c'est assez subtil. Il faut absolument le savoir pour comprendre ce qui ne va pas dans cette énigme. Est-ce que moi je le sais? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre le Royaume-Uni et les États-Unis, on a une différence de culture. D'ailleurs en France également. Aux États-Unis, le rez-de-chaussée n'est pas appelé rez-de-chaussée ou en anglais ground floor. Il est appelé premier étage. C'est-à-dire que ce qui est pour nous le premier étage est pour eux le second. Et le deuxième est pour eux le troisième. On a donc un Américain qui est avec sa femme dans un hôtel. Il pense, selon sa culture, être au 3e étage. Alors qu'en réalité, pour les Anglais, il est au 2e. Conclusion de cette histoire. Le meurtrier est à leur étage. Donc ils sont vraiment en danger. On n'a plus qu'à espérer que la police intercepte ce meurtrier avant qu'il ne parvienne jusqu'à eux. Allez, trop simple pour moi. Énigme suivante. On va maintenant parler d'un couple marié. Ma femme a été attaquée par un cambrioleur quand j'étais sur le chemin retour du travail. Elle l'a poignardé avec un couteau de cuisine et l'a tué. La police a dit que c'était un cas évident de self-défense et quand je suis allé la récupérer à la station de police, elle a dit « Quand j'ai entendu la sonnerie, j'ai cru que c'était toi, mais un homme masqué m'a sauté dessus dès que j'ai ouvert la porte. » J'ai répondu « Tu as dû être très effrayé, mais maintenant tu es en sécurité et je l'ai pris dans mes bras chaleureusement. » Voyez-vous ce qui cloche ici? Si j'étais à la place de cet homme, je divorcerais immédiatement. Il faut se mettre vraiment du point de vue de la femme et ne pas la prendre pour une victime. Elle a entendu la sonnerie, l'homme l'a attaquée et elle l'a poignardé directement. Ce qui veut dire qu'elle s'est rendue à la porte d'entrée quand on a sonné à la porte et qu'elle avait en main un couteau de cuisine. Elle a cru que c'était son mari et elle y est allée avec ce couteau de cuisine. Ce qui nous indique très clairement que cette femme de base avait prévu d'assassiner son mari. Et s'il était au courant, je peux vous dire qu'il la serrerait dans ses bras beaucoup moins chaleureusement. Encore une affaire promptement menée. Allez, énigme suivante. Parfois, je me demande ce que la police fait de ces journées. Ils ne semblent jamais capables de résoudre des crimes. Je vis dans une ville où il y a beaucoup de criminalité et dernièrement, c'est devenu pire. La semaine dernière, il y a eu un meurtre près de l'usine où je travaille. Une jeune femme a été poignardée à mort avec un pic à glace. Mais pas un pic à glace ordinaire, mais un pic à glace avec une poignée faite d'os humains et en son bout se trouvait un crâne. Tous ceux qui vivaient proche de là où s'était produit le meurtre étaient totalement terrifiés. C'était une grande ville, mais ce dernier meurtre, tout le monde en avait peur. Ça a été également beaucoup couvert par les médias et ma mère qui vit avec moi est totalement effrayée de sortir seule la nuit. Je continue de lui dire de ne pas s'inquiéter, mais elle sait que la police n'arrivera jamais à résoudre ce meurtre. Ils n'ont même pas trouvé l'arme du crime encore. La police est tellement incompétente. Je m'adresse à toi, narrateur de cette histoire. Tu es en état d'arrestation. Là, vous vous dites tous, mais pourquoi accuses-tu un innocent comme cela? Comment tu peux savoir à quoi ressemble l'arme du crime si la police ne l'a même pas trouvée? Sauf si tu es bien sûr le meurtrier. Visiblement, cette nouvelle pipe me rend beaucoup plus intelligent. Énigme suivante. Je suis sorti de prison la semaine dernière. J'ai tué 4 personnes. Mais ne vous méprenez pas, je me sens mal par rapport à ça maintenant. La raison pour laquelle ils m'ont laissé sortir, c'est qu'ils ont dit que j'étais guéri. Ma mère et mon père ne travaillent pas, ils passent juste leur temps comme ça assis dans la maison. Tandis que ma sœur, elle, reste dans sa chambre avec la radio allumée. Elle a arrêté d'aller au collège, et avant que j'aille en prison, j'avais pour habitude de m'amuser avec mon petit frère tout le temps. Maintenant, il reste toujours devant la télévision. Personne dans ma famille ne me parle encore, je me sens tellement seul. Je dois faire moi-même mes repas, et le pire dans tout ça, c'est que je vais sûrement devoir trouver un nouveau travail. Les amis, cette affaire est aussi une affaire très simple. On nous dit que l'homme a tué 4 personnes, et étonnamment, les 4 membres de sa famille ne semblent pas présenter d'activité sociale très particulière. Que des choses où on est totalement figé. Assis dans la maison, assis devant la télé, assis dans la chambre. Ce qu'on pourrait dire du coup, c'est que notre prisonnier qui est libéré de prison aurait eu pour victime sa famille. Et c'est pour ça qu'il serait allé en prison de base. Sauf que visiblement, il aurait été arrêté, mais du coup, personne n'a enlevé les cadavres de chez lui, visiblement. Assez étrange. Allez, énigme suivante.
Les amis, on va donc conclure avec cette dernière énigme. J'espère que vous arriverez à trouver ce qui ne va pas ici. Mais je vous fais confiance. Aujourd'hui a été une journée désastreuse. Je me suis réveillé en retard et je n'ai pas pu prendre mon petit déjeuner. J'ai oublié de fermer la porte quand je suis parti au travail. Et encore pire que ça, mon patron a passé la journée entière à me crier dessus. J'ai du mal à faire assez d'argent pour payer mon loyer. Mon appartement n'a que 2 pièces, une chambre et une cuisine. Il n'y a même pas de fenêtre qui me permet de voir l'extérieur. J'ai raté mon bus le soir pour rentrer, donc je suis rentré à la maison très tard. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis rentré chez moi, j'ai déverrouillé ma porte et j'ai trouvé ma cuisine en bazar. Quelqu'un a dû rentrer dans ma maison pendant que j'étais au travail. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien de valeur. Je suis juste fatigué, je veux juste aller me coucher. J'irai déposer plainte à la police demain matin. Les amis, avez-vous vu ce qui n'allait pas ici? Il fallait être bien attentif. Notre ami narrateur est en danger. On nous dit tout simplement que l'homme part au travail et qu'il n'a pas fermé sa porte à clé. Quand il rentre chez lui, il doit la déverrouiller. Étrange alors qu'il ne l'avait pas fermé à clé. Ce qui veut dire que quelqu'un a fermé son appartement de l'intérieur. Mais là, on a encore un second problème. Il n'a aucune fenêtre menant à l'extérieur. C'est-à-dire que le voleur, ou potentiellement un meurtrier, se trouve toujours dans sa maison. Ce qui pue un peu. Bon les amis, j'espère que vous aurez trouvé des solutions à ces énigmes. Peut-être que pas, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça nous fait un peu travailler le cerveau, nos capacités de déduction, nos capacités d'analyse. Et si vous en avez trouvé beaucoup, bien joué à vous, jeune détective. Bienvenue à vous. Oui, je sais que ça ne se dit pas. Alors dans cette histoire, j'ai ressorti la petite pipe. Pourquoi? Parce qu'on va devoir cogiter un petit peu. Pour ceux qui sont habitués au thread d'énigmes, ces histoires-là seront un petit peu différentes. Je m'explique. Normalement, on a une série d'histoires plutôt courtes. Et dans ces histoires, il y a un sens caché. Et quand on le découvre, on voit que les choses prennent une tournure différente. Ici, c'est différent. On va avoir des histoires plus longues. Et à la fin, on va nous poser une question. Et c'est la réponse à cette question qui va faire que l'histoire prend un sens peut-être différent. J'espère que vous êtes armés de votre petite pipe vous aussi. Vous prenez un stylo, peu importe. Et on est parti pour cette première histoire. Une jeune fille a dit à un de ses amis qu'elle avait un noir secret qu'elle gardait depuis des années. Ses parents ont été assassinés quand elle avait 15 ans. Elle a dit que son grand frère était devenu totalement fou et qu'il avait poignardé sa mère et son père à mort. L'ami de la jeune fille était totalement choqué de ce qu'il venait d'apprendre, je pense qu'on le serait tous, et cet ami a dit « Je suis désolé, qu'est-ce qui est arrivé à ton grand frère après tout cela ?» La jeune fille répond « Il a été arrêté par la police, il y a eu un procès, je me suis assise au tribunal et pendant des semaines, j'ai entendu les avocats débattre sur le sujet. Mon frère a été condamné et sa sentence a été exécutée. » L'ami répond « Mais c'est horrible !» Et la jeune fille répond « Effectivement, ça l'était. Il était dans le couloir de la mort pendant très longtemps et il a été exécuté par injection. » L'ami répond « Mais ça a dû être difficile pour toi. » Ce à quoi la jeune fille va ajouter « Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était difficile. J'étais totalement déprimé, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. J'ai essayé de refouler ces souvenirs terribles. J'avais de l'anxiété, de l'amnésie, ça m'a pris des années à me remettre de cet événement. » L'ami dit « As-tu déjà parlé à quelqu'un d'autre de cet événement ?» Et la jeune fille dit que non, jamais. On m'a posé plein de questions mais je n'y ai jamais répondu. J'étais présent à l'exécution de mon frère, mais il ne disait pas un mot. Il n'a jamais expliqué pourquoi il a tué nos parents. La seule chose qu'il faisait, c'était me regarder pendant son exécution, tandis qu'on lui injectait le produit qui allait lui donner la mort. Le jeune ami, intrigué, dit « Il y a peut-être un moyen pour que tu obtiennes les réponses que tu recherches. Je connais quelqu'un qui est médium et qui peut communiquer avec les morts. Elle est vraiment très forte, peut-être que cette personne pourra t'aider à trouver les réponses que tu recherches. » Quelques jours plus tard, la jeune fille qui a raconté son histoire a pris rendez-vous avec la fameuse médium. Le but était très simple, c'était d'en savoir plus sur son passé. La médium a éteint les lumières, a allumé quelques bougies et s'est assise à la table. Elle a commencé à rentrer dans une transe et quelques minutes ont passé alors que la jeune fille, elle, restait silencieuse. La médium a dit « Maintenant, tu peux poser la question que tu souhaites. » La jeune fille, nerveusement, dit « Qu'est-ce qui a fait que mon frère a perdu l'esprit ?» La médium répond calmement « Ton frère n'a jamais été fou. Il a toujours été parfaitement stable mentalement. » La jeune fille pose une nouvelle question « Alors pourquoi mon frère a tué mes parents ?» Le médium répond « Ton frère est uniquement responsable de la mort d'une seule personne. » Tout d'un coup, la jeune fille comprend tout. Elle plonge son visage entre ses mains et commence à pleurer, de manière totalement incontrôlable. Savez-vous ce qu'il s'est réellement passé au vu de toute cette histoire? C'est un petit peu tricky comme histoire, mais j'ai la réponse. Et la réponse, je ne vous la donnerai pas. Je veux que vous soyez frustrés de ne pas savoir. Je rigole, je vais vous la donner évidemment. Je suis pas un petit fourbe. La vérité dans toute cette affaire, c'est que le véritable coupable du meurtre des parents de la jeune fille, c'est la jeune fille elle-même. Et là vous allez me dire, ouais mais je comprends pas, pourquoi le grand frère est responsable d'une mort? Vous pensiez
peut-être que le grand frère a tué un parent, la jeune fille l'autre. Pas du tout. Le frère est en fait responsable de sa propre mort. La jeune fille est devenue totalement folle. On peut le voir un petit peu avec ce qu'elle nous dit dans son témoignage. Elle a de l'amnésie, de l'anxiété, elle est un peu nerveuse, ça pourrait être des indices. Et en fait, elle a tué ses parents. Le frère, pour la protéger, a décidé de se déclarer comme responsable. Le condamnant du coup ensuite à mort. D'où le fait qu'il soit responsable de sa propre mort. Pourquoi? Parce que s'il ne s'était pas déclaré coupable, il n'aurait pas été condamné. Si on veut rajouter un peu de tragique à cette histoire, le frère regardait une dernière fois avant de mourir sa sœur qu'il avait protégée. Est-ce que tout ça vous l'aviez vu venir? Pas moi. Mais bon, aucune enquête ne me résiste avec ça. En tout cas, vous avez maintenant de quoi vous mettre en jambe pour la suite des histoires à venir. Ma sœur est professeure d'art et il y a 2 mois elle a loué un appartement pas cher avec 2 chambres pour en faire un studio. Elle n'a jamais vécu dedans, elle s'en sert juste d'endroit pour peindre et stocker son équipement de peinture. Quand j'ai quitté le collège, j'ai commencé un nouveau travail dans la ville. J'avais besoin d'un endroit où vivre mais je n'avais pas encore reçu ma paye. Je ne pouvais donc pas donner un loyer contre un logement et par chance ma sœur m'a proposé de rester dans l'appartement qu'elle louait jusqu'à ce que je puisse retomber sur mes pattes et trouver un appartement qui me convienne. Elle m'a donné les clés et j'ai ensuite emménagé le lendemain matin. Un soir, je suis rentré chez moi après le travail. J'étais excité d'avoir un lieu qui soit chez moi, pour la première fois en plus. Et ma sœur me disait qu'il y avait pas mal de criminalité dans le voisinage. Elle m'a conseillé de toujours vérifier à plusieurs reprises que mes serrures étaient bien fermées. Étant assez craintif, j'ai décidé de fermer la porte avec des sécurités supplémentaires, c'est-à-dire une chaîne et un cadenas. J'étais dans la cuisine, je me faisais à manger et j'ai lu quelques BD avant de me mettre au lit. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié que la porte était fermée, que le gaz était éteint et je suis ensuite donc parti naturellement m'endormir tranquillement. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, aux alentours de 2-3 heures du matin, parce que j'ai entendu quelqu'un débloquer le cadenas qui se trouvait sur la porte d'entrée. J'ai entendu cette personne aller dans la pièce juste à côté de ma chambre. C'était la pièce que ma sœur utilisait comme studio. J'y étais allé un peu plus tôt, il n'y avait rien à voler, uniquement quelques peintures. Je me suis dit donc que c'était ma sœur, parce que la personne s'est rendue directement dans cette pièce, qui venait pour peindre un petit peu. Étant assez fatigué devant me lever tôt pour aller au travail le lendemain, j'ai décidé de rester au lit. Au travers du mur, je l'entendais marmonner et rigoler toute seule. Je me suis dit, ah là là, ces artistes, ce sont des gens très bizarres. J'ai réussi ensuite à m'endormir de nouveau, et je me suis réveillé le lendemain matin. Ma sœur était partie et j'étais de nouveau seul dans l'appartement. Je me suis levé du lit, je suis allé dans la salle de bain pour me doucher, je me suis habillé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mangé avec appétit, j'ai terminé mon petit déjeuner, j'ai mis le bol dans l'évier, j'ai pris ma petite mallette pour le travail et je suis parti vers la porte d'entrée. Je suis sorti de l'appartement et quand je suis retourné, j'étais terrifié. Après le travail, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé chez mes parents et je ne suis jamais retourné dans cet appartement. J'étais beaucoup trop effrayé. Et la question, mes chers amis, pourquoi était-il si effrayé? Il y a un détail important qui permet de résoudre toute cette affaire. La sœur dit qu'il vaudrait mieux s'enfermer par sécurité parce qu'il y aurait pas mal de criminalité dans le voisinage. Soit. Notre jeune ami qui raconte l'histoire dit qu'il a mis un cadenas et une chaîne sur la porte. Et il entend sa sœur revenir le soir. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on met un cadenas et une chaîne et qu'on est à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, comment tu pourrais faire pour le déverrouiller de l'autre côté? Si c'était réellement la sœur qui était rentrée, elle aurait dû toquer à la porte, elle n'a pas les clés de la serrure du cadenas et puis même, physiquement, on ne peut pas ouvrir ce cadenas, si vous visualisez un peu la chose. Ce qui veut dire que quelqu'un aurait réussi à s'introduire, on ne sait pas trop comment, dans la maison, aurait déverrouillé le cadenas et aurait ensuite fait un petit tour dans la maison, peut-être à la recherche de quelque chose à voler. Qui sait? Une affaire mystérieuse, mais c'est la seule possibilité évidente que j'ai en tête comme ça. Peut-être que vous allez en avoir d'autres, vous le mettez dans les commentaires et puis on regardera ça ensemble. Dans cette histoire-là, on va parler d'une histoire qui concerne une Game Boy. Et vous êtes des petits chanceux et des petites chanceuses parce qu'on a une image qui sera un indice très important. Je me souviens encore jouer au jeu qui s'appelle Saga 2 sur Game Boy. J'y jouais énormément quand j'étais jeune. En Amérique et en Europe, ce jeu s'appelle Fighting Fantasy Legend 2. C'est vraiment un très bon jeu. J'ai passé beaucoup de temps à y jouer et à passer de bons moments. J'en ai vraiment de très bons souvenirs. Néanmoins, quelque chose s'est passé quand j'avais 10 ans qui a fait que j'ai arrêté de jouer à ce jeu. Je me suis cassé la jambe en jouant au foot et c'était une fracture assez vilaine. J'ai dû passer 3 jours à l'hôpital et dans ma chambre d'hôpital il y avait 3 autres personnes. Un vieil homme, une vieille femme et une jeune fille qui avaient à peu près le même âge que moi. Moi j'étais là, dans ce lit froid d'hôpital, je m'ennuyais beaucoup et je n'avais rien à faire. Mais heureusement une fois ma mère est venue me rendre visite. Elle m'a apporté ma Game Boy pour que je puisse me divertir en attendant que je me remette de mes blessures.
La jeune fille dans le lit juste à côté de moi était très pâle, elle avait l'air vraiment très malade. Elle avait des grosses cernes, et un soir, sa mère est venue lui rendre visite. Elle avait apporté un peu de boisson, de snack pour sa jeune fille. J'ai entendu la mère de la jeune fille parler avec une infirmière, et apparemment, les docteurs ne savaient pas ce qui arrivait à la jeune fille, pourquoi elle était malade. Ils faisaient pas mal de tests, mais ils disaient que c'est parfois des maladies un peu mystérieuses qui viennent comme ça, qui frappent quelqu'un et ne savent pas forcément pourquoi ou comment guérir cette maladie. J'ai passé beaucoup de temps à jouer au jeu dont je vous ai parlé, et à un moment donné, j'ai remarqué que la jeune fille, qui était dans le lit à côté de moi, me regardait. Elle avait l'air très triste. Quand elle a vu que j'avais remarqué qu'elle me regardait, ses joues sont devenues rouges. Elle avait l'air un peu timide. Je lui ai tendu ma Game Boy et je lui ai dit « Est-ce que tu veux jouer? Tu peux l'emprunter, il n'y a pas de souci. » La jeune fille m'a regardé de nouveau et elle m'a souri. Elle a dit « Oh, merci beaucoup. » Au passage, je lui ai dit que je m'appelais Ryota et elle m'a répondu qu'elle s'appelait Sayaka. Je n'arrivais pas à me lever du lit mais j'ai réussi à lui transmettre la Game Boy. Elle ne comprenait pas comment jouer, du coup j'ai dû lui apprendre. Et au fur et à mesure du temps, on est devenus très amis. On passait le temps en parlant de l'école, de nos amis, les films qu'on aimait bien, les musiques qu'on aimait bien. Et avant que je puisse me rendre compte, j'étais guéri et il était temps pour moi de rentrer chez moi. Mes parents sont arrivés, ils avaient apporté un petit fauteuil roulant et en partant j'ai remarqué que Sayaka pleurait. Je lui ai dit « Ne sois pas triste, dès que je serai capable de marcher, je viendrai te rendre visite. » Elle a commencé à sourire et elle m'a dit « Tu me le promets ?» Je lui ai dit « Je te le promets ». Je lui ai laissé ma Game Boy en lui disant « Tiens, ça t'occupera jusqu'à ce que je vienne te voir. » Une semaine plus tard, j'allais beaucoup mieux. J'ai décidé de rendre visite à Sayaka à l'hôpital. Mes parents m'y ont emmené en voiture et en arrivant sur les lieux, je n'ai pas trouvé. Le vieil homme et la vieille femme étaient toujours là, mais le lit que Sayaka occupait, lui, était totalement vide. Son nom n'était même plus sur la porte indiquant qu'elle faisait partie des patients. J'ai pensé qu'elle était guérie et du coup qu'elle était partie. Je me suis donc rendu au bureau d'une infirmière pour lui demander si Sayaka était effectivement partie de l'hôpital, si elle était guérie. Et ce qu'on m'a répondu m'a rendu très triste. L'infirmière m'a dit « Je suis désolé, Sayaka est partie. » J'ai répondu « Mais elle est partie où ?» Elle m'a répondu « Elle est partie à un autre endroit. » J'étais encore trop petit pour comprendre ce que cela voulait réellement dire, ou peut-être trop stupide, ou peut-être que je ne voulais pas y croire. Mais j'étais tétanisé, je ne savais pas quoi faire, j'étais sous le choc. L'infirmière a dit « Elle m'a donné ça pour toi. » Elle m'a tendu la Game Boy et sans dire un mot, je l'ai récupérée. Mon cœur était rempli de tristesse. Cette nuit-là, je n'avais aucun appétit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, j'étais encore trop triste d'avoir appris ce qui s'était passé concernant Sayaka. Au bout de quelques instants, j'ai allumé la Game Boy, mais j'étais trop triste pour y jouer. Ce jeu me rappelait trop Sayaka. J'ai ouvert les parties sauvegardées et j'ai remarqué que le nom des joueurs avait changé. Voici ce qu'il y avait d'indiqué. Et là, mes jeunes amis, c'est ici qu'on va avoir la réponse à ce qui s'est passé concernant Sayaka. Et je peux vous dire qu'il vaudrait mieux appeler la police. Si vous faites bien attention, en anglais, il y a marqué « Help, my mom is poisoning me ». Traduit en français « Aide-moi, ma mère m'empoisonne ». Sayaka a été assassinée par sa mère à l'aide de poison. C'est triste, n'est-ce pas? Mais encore une affaire promptement menée. C'est dommage, c'est dommage. Comment Sayaka s'en est rendu compte? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'elle aurait pu éviter tout cela si elle avait parlé au narrateur de l'histoire, parce qu'ils avaient l'air de se rapprocher, donc elle aurait pu dire « S'il te plaît, faut que je te dise un truc, ma mère m'empoisonne ». Et là, le narrateur aurait pu en parler au docteur, etc. etc. et problème réglé. Peut-être qu'elle s'en est rendu compte trop tard. Comment la mère empoisonne Sayaka alors qu'elle est toujours à l'hôpital? Rappelez-vous, à un moment donné, on nous dit que la mère de Sayaka vient lui rendre visite. Elle lui donne de la boisson et des snacks. C'est très fortement probable que ce soit à l'intérieur de ces aliments ou de ces boissons que le poison se trouve. C'est aussi bête que ça. Je vais maintenant vous réciter différentes pages du journal intime d'un jeune garçon. Jour 1. Ma mère est à l'hôpital car elle a eu un enfant. J'ai voulu cuisiner quelque chose de bon pour elle, et mes amis se moquaient de moi parce qu'ils disaient que cuisiner c'était pour les femmes. Visiblement, l'ami a une mentalité bien peu évoluée. Deuxième jour. Aujourd'hui, j'ai fait une soupe de viande et de légumes pour ma mère. C'était difficile comme travail, mais je l'ai fait avec amour. Je suis allé à l'hôpital pour le donner à ma mère. Ma mère était très contente et m'a dit que j'étais un bon garçon. J'ai demandé si le bébé pouvait également manger de la soupe et ma mère m'a répondu que oui quand il sera plus grand. Je veux vraiment que ma petite sœur mange ma soupe. J'adorerais. Jour 3. Ma mère a quitté l'hôpital avec le bébé. Son nom est Kaori et elle est vraiment magnifique. Je voulais jouer avec Kaori mais ma mère ne me laissait pas faire. À chaque fois elle me disait de me rendre dans ma chambre et ça me rendait toujours très triste. Jour numéro 4. Aujourd'hui mon père est arrivé du travail plus tôt. Je voulais jouer avec lui mais lui préférait jouer avec Kaori. Il m'a dit d'aller jouer dans ma chambre et ça m'a rendu très triste. Jour numéro 5.
Aujourd'hui, mes grands-parents sont venus nous rendre visite. J'étais très content parce que mes grands-parents habituellement jouent avec moi. J'ai demandé à ma grand-mère si elle pouvait me lire une histoire, mais elle m'a dit que je devais aller dans ma chambre. Mon grand-père, ma grand-mère et mes parents ne faisaient que s'occuper de Kaori. Ils passaient tout leur temps avec elle. Ma mère disait à chaque fois « Kaori est si belle et j'ai trop envie de la manger ». Et mon père répondait à cela « T'as raison, elle est trop mignonne, moi aussi j'ai envie de la manger ». 6e jour. Aujourd'hui, j'ai cuisiné pour mes parents. Je leur ai fait une soupe de viande et de légumes. J'ai réussi à couper les légumes facilement, mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec la viande. Après le repas, mes parents ont parcouru toute la maison en criant « Kaori, Kaori », ils recherchaient ma petite sœur. Est-ce que vous avez vu Kaori? Elle est si belle que tout le monde voudrait la manger. Pour cette histoire s'arrête ici, c'est plutôt simple. Le gamin, problème ici, il a découpé sa petite sœur, il l'a mis dans une soupe, il l'a fait manger à sa famille. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est ça. C'est crade, hein. Si vous étiez en train de manger en regardant cette vidéo, bon appétit. En tout cas, c'est sûr que là, je vais pas me faire de soupe. Bon les amis, ces enquêtes ont encore une fois été promptement menées. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ces énigmes faciles ou pas, si vous avez trouvé les solutions. Moi, je les ai trouvées assez sympathiques, je trouve ça sympa le fait qu'elles soient plus longues, et du coup, on a plus de détails qui nous permettent de réfléchir. Les amis, je vous ai dégoté quelques petites histoires qui sont quand même assez intéressantes. Elles sont un peu longues, mais comme ça on aura beaucoup plus de détails pour cogiter et trouver le sens caché de ces histoires. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première histoire. J'étais dans une gare, assis sur un banc, j'attendais que le train arrive. Juste à côté de moi, il y avait une femme avec un bébé à côté de son torse. Je le trouvais vraiment très mignon, je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ce bébé. La femme l'a remarqué et elle m'a souri d'une manière très amicale. Je lui ai dit « Vous avez vraiment un très joli bébé ». Elle a rigolé et m'a répondu « Eh bien ce n'est pas vraiment un vrai bébé vous savez, c'est un sac ». Elle me l'a montré pour que je puisse regarder plus attentivement et il y avait une fermeture sur le dos du sac. À l'intérieur il y avait quelques vêtements et après qu'elle m'ait dit que c'était un sac, j'ai remarqué effectivement que les yeux du bébé étaient en verre. Je lui ai dit « Waouh, c'est vraiment très réaliste ». Elle m'a répondu « Oui je sais, ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire. J'y ai passé des jours et des nuits. Mais ça me dérange pas, je déteste jeter des choses. J'adore le recyclage. » À ce moment-là, le train est arrivé. Elle s'est levée et est montée dedans. J'allais monter dans le même train, mais je ne pouvais plus bouger. Je suis resté assis là, totalement rigide, à regarder le train, qui a disparu au fur et à mesure qu'il se distançait de moi. Les amis, cette histoire-là est plutôt simple. On ne connaît pas toutes les modalités de l'événement, mais ce qui est sûr, c'est que ce bébé était bien un vrai bébé. Un bébé qui a dû décéder, et que cette femme, ne voulant pas se débarrasser du corps, en a fait un sac. C'est assez creepy. Est-ce que ce bébé a été assassiné ou il est mort d'un accident? Ça on ne sait pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette femme est en quelque sorte taxidermiste. Vous savez ces personnes qui empaillent des animaux morts, sauf que là elle l'a fait avec un bébé. Ce qui rend la chose je trouve totalement creepy. Est-ce que vous l'aviez celui-là? Honnêtement je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. On avait beaucoup d'indices qui tendaient vers cette direction. Là on a fait notre petit échauffement, on s'est mis en jambe pour la suite de nos histoires. Il y avait une jeune femme qui croyait au psychisme et aux diseuses de bonne aventure. Elle voulait savoir ce que la vie lui réservait. Donc elle est allée voir une vieille femme qui avait la réputation pour donner des prédictions très précises sur le futur. La voyante a regardé ses mains et elle en a regardé les lignes. Dans une voix assez particulière, elle a dit « Dans les 4 prochaines années, vous allez avoir 3 événements de bonne fortune et un événement de mauvaise fortune. » La jeune femme est rentrée chez elle ce soir-là, se demandant quels seraient les bons événements et les mauvais événements qu'elle allait vivre dans le futur. Le jour suivant, elle a rencontré un homme incroyable. Ils ont commencé à sortir ensemble et elle est tombée amoureuse de lui presque au premier regard. Cet homme-là l'a traitée comme une reine. C'était le premier événement de bonne fortune que la voyante lui avait prédit. 1 an plus tard, l'homme lui a demandé de l'épouser. Elle a dit oui. Ses parents étaient très heureux et le mariage s'est très bien passé. Il y avait tous leurs amis, leur famille. La jeune femme sentait que sa vie prenait la tournure qu'elle avait toujours désirée. C'était le second événement de bonne fortune que la voyante avait prédit. La jeune femme, qui était une femme mariée, était très heureuse. Son mari se portait bien. Ils étaient à l'aise financièrement et il y avait très peu de choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Peu de temps après le mariage, elle a découvert qu'elle était enceinte. Le couple en était très heureux et 9 mois plus tard, l'enfant est né. Une jeune fille qui se portait très bien à la naissance. C'était le 3e événement de bonne fortune que la voyante lui avait prédit. La femme commence à se sentir un peu mal à l'aise. Elle se dit que ça fait déjà 3 événements de bonne fortune
Et maintenant, elle doit se préoccuper de l'événement de mauvaise fortune que la voyante lui a prédit. Elle n'arrivait pas à profiter pleinement de la vie parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à cet événement néfaste qui allait lui arriver. Elle a commencé à avoir des problèmes de sommeil parce qu'elle avait peur de ce qu'elle pouvait expérimenter plus tard. Une nuit, elle a fait un terrible cauchemar. Dans son rêve, elle voyait son petit bébé dormir tranquillement dans son berceau. Et soudainement, des mains blanches ont levé l'enfant du berceau et ont approché le bébé de la fenêtre. Ces mains ont ouvert la fenêtre et ont jeté le bébé à l'extérieur. C'est là qu'elle se réveille totalement en sueur, paniquée, son cœur qui bat rapidement. Elle a couru vers la chambre de son bébé et elle a trouvé le berceau vide et la fenêtre grande ouverte. Elle a regardé par la fenêtre et elle a vu un spectacle qui l'a totalement terrorisée. Son magnifique bébé gisait dans une mare de sang à l'extérieur. Le jeune couple, après cet événement, était dévasté. La joyeuse famille a été foudroyée par la tragédie. La jeune femme était persuadée que c'était l'événement néfaste qui devait lui arriver, et bien que totalement peiné par la situation, le jeune couple a décidé d'aller de l'avant. Une autre nuit, la femme a fait encore une fois un terrible cauchemar. Dans son rêve, elle voyait son mari, tranquillement endormi dans le lit, et soudainement, des mains blanches sont apparues. Ces mains tenaient un large couteau, et elles ont commencé à poignarder le mari de la jeune femme, encore et encore. La jeune femme ne pouvait rien faire, à part regarder ce spectacle macabre. Elle se réveille, encore une fois en sueur, son cœur bat rapidement, et quand elle se retourne vers son mari, pour chercher notamment du réconfort, elle tombe devant un spectacle qui la tétanise. Le mari gisait dans le lit, dans une mare de sang. Un couteau était toujours planté dans sa poitrine. Maintenant, la jeune femme était complètement dévastée. Sa magnifique vie avait été totalement réduite en pièces. Son enfant et son mari avaient tous deux été assassinés. Elle se demandait si elle pourrait un jour aller au-delà de tout ça, aller au-delà de cette tragédie. Et la jeune femme est assez perdue parce que la diseuse de bonne aventure lui avait prévu un événement néfaste, pas deux. Elle se demande donc comment cela a-t-il pu arriver. Les prédictions de la voyante étaient fausses. Un soir, la jeune femme a donc décidé de rendre visite de nouveau à la voyante. Elle lui a crié « Vous m'avez fait de fausses prédictions, vous m'avez prédit un événement néfaste qui est bien arrivé, mon bébé a été assassiné, mais vous ne m'avez jamais dit que j'aurais un second événement néfaste car mon mari a également été assassiné. » La voyante, les larmes aux yeux, prend sa main et lui dit « Ma pauvre jeune fille, vous ne comprenez pas. Je vous ai prédit 3 événements positifs et un événement négatif. Les 3 événements positifs étaient le fait que vous rencontriez un homme incroyable, que vous vous mariez et que vous ayez un enfant. Et l'événement négatif, c'est que vous êtes somnambule. » Encore une fois, plutôt simple. C'est très triste, mais la femme a tout simplement assassiné son bébé et son mari. Et en fait, les fameuses mains blanches qu'elle voit dans ses cauchemars, c'était les siennes. Mais ce que je me pose comme question, c'est que si cette femme est somnambule, elle n'a pas dû être somnambule 2 fois. Donc le mari l'aurait potentiellement remarqué à l'occasion de d'autres nuits, ce qui aurait permis peut-être de prévenir ces incidents. Je ne sais pas, ça c'est la petite théorie que je mets comme ça en avant sur la table. Mais en tout cas, c'est une histoire bien triste pour la jeune femme. Mais ça, on s'en fout, prison. On a un meurtre, on sait qui c'est, prison. Et tu pleureras dans ta cellule. Faut savoir être ferme aussi. Et moi je te mets la voyante en plus dans la même cellule. Bon, c'est peut-être un peu sadique. Parce que si elle savait précisément quels étaient les événements, elle aurait pu lui dire, fais attention. De mon point de vue, il y a complicité là. Mais bon, elle n'a pas les mains tachées de sang au moins. Ça l'a fait en tout cas. Bon, on passe à l'enquête suivante. Un jeune garçon se trouvait dans une fête forêt. Il marchait à côté des stands quand à un moment donné, il en voit un avec un vieil homme assis. Le vieil homme lui propose de jouer à un jeu. Le jeune garçon est intrigué, il demande quel type de jeu, ce à quoi le vieil homme lui répond que c'est un jeu très simple, avec des règles tout aussi simples. Il y a 10 boîtes en métal. À l'intérieur d'une des boîtes, il y a le prix à remporter. Il y a 1000 $. Le jeune garçon est encore intrigué, il dit 1000 $, c'est intéressant, mais quel est le piège? Le vieil homme indique que les boîtes sont assez résistantes. Peut-être trop résistantes pour être ouvertes par les mains fébriles du jeune garçon. Et même si résistantes que même un marteau, une hache ou une scie ne pourraient les endommager. Le garçon, assez surpris, répond mais du coup il est impossible de les ouvrir. Ce à quoi le vieil homme répond non, ce n'est pas impossible. J'ai un chalumeau qui permet d'ouvrir les boîtes. Le garçon semble assez intéressé, il dit est-ce qu'il y a une limite de temps? Et le vieil homme répond que non. Il peut prendre le temps qu'il souhaite. Et quand il trouvera l'argent, ce sera à lui. Il lui repose donc enfin la question.
veux-tu jouer à ce jeu? Le garçon ne sait pas trop, il se dit je sais pas, je pourrais peut-être perdre, mais finalement il accepte. Le vieil homme sourit et dit je vais te rendre la tâche plus facile. Il y a certes 10 boîtes en métal, mais si tu me donnes 10 $, je te ferai commencer juste à côté du prix. Le jeune garçon, très heureux, sort 5 $ de son portefeuille et les tend au vieil homme. Sur le visage du vieil homme est apparu un petit sourire malicieux. Le jeu a commencé. L'argent était juste devant le jeune garçon, il pouvait le voir, il pouvait le toucher, mais cependant même si le jeune garçon gagnait le jeu, il ne pourrait jamais le dépenser. Il est mort très rapidement après avoir gagné. Comment est mort le petit garçon? Les amis, sortez vos téléphones et appelez la police pour arrêter ce vieil homme. Vous ne comprenez sûrement pas ce qui se trame, mais ce vieil homme est tout simplement un assassin. Là, vous tombez sûrement de votre chaise. Je peux vous dire que dans ma carrière, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et effectivement, ma carrière est aussi vieille que cette expression. Et comment vous expliquer? Notre jeune garçon est décédé dans la boîte, dans les fameuses boîtes en métal. Notre assassin, ce vieil homme, a dit qu'il ferait commencer en échange de 5 $, le garçon juste à côté du prix. C'est-à-dire directement dans la boîte où se trouve le prix. Sauf que rappelez-vous, il y a deux éléments qui sont assez problématiques. Les boîtes sont quasiment impénétrables. On ne peut pas les ouvrir avec un marteau, une scie, avec certains outils. Donc comment un petit garçon pourrait y arriver à la force de ses bras? Bah il peut pas. Ce qui aurait pu nous tromper dans cette histoire, c'est que le vieil homme est un menteur. Il dit qu'il a un chalumeau pour ouvrir les boîtes. Mais ce chalumeau n'ouvre pas les boîtes. Il ne fait que tuer encore plus précipitamment le jeune garçon dans la boîte. Petit élément scientifique, le feu consomme de l'oxygène. Un chalumeau, c'est du feu. Donc le jeune garçon enfermé dans la boîte va consommer de l'oxygène, donc à un moment donné la boîte ne sera plus remplie d'oxygène. Mais s'il utilise le chalumeau, l'oxygène qu'il y a dans la boîte va diminuer encore plus rapidement. Donc clairement, s'il utilise le chalumeau, il va manquer d'oxygène. Comment est mort le jeune garçon? C'est très simple. Il est mort par manque d'oxygène parce qu'il s'est retrouvé dans la boîte. Il a gagné le jeu, certes. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à trouver l'argent. Parce qu'il était dans la boîte où il y avait l'argent. Habile. Histoire macabre. Méfiez-vous maintenant dans les fêtes foraines. On sait jamais si on vous propose ce genre de jeu. Déguerpissez rapidement. Allez, histoire suivante. Une après-midi ensoleillée, Madoka et sa mère étaient partis pour faire une balade dans un parc. Pendant qu'ils marchaient le long du chemin, la mère a vu une de ses amies qui avait apporté sa propre fille au parc. Les deux femmes se sont rencontrées, elles ont commencé à parler, pendant que Madoka et l'autre fille jouaient ensemble. Quelques minutes plus tard, la mère de Madoka a regardé aux alentours et elle s'est rendue compte que sa jeune fille était totalement introuvable. Elle a commencé à paniquer et a couru partout pour retrouver sa jeune fille. Elle est tombée sur la jeune fille avec qui jouait Madoka et elle lui a donc demandé où est Madoka avec une voix tremblante. La jeune fille qui venait d'être trouvée a répondu elle jouait dans le bac à sable avec moi. Après elle a dit qu'elle allait jouer un peu plus loin mais je n'ai pas voulu jouer avec elle. Je suis resté ici et je ne l'ai pas vue depuis. La mère et son ami ont commencé à chercher dans tout le parc appelant Madoka mais ils n'ont pas réussi à la retrouver. C'est comme si elle avait disparu, comme ça. La mère en pleurs a appelé la police et ils ont signalé que sa fille avait disparu. Après cela, elle a appelé son mari pour lui annoncer la terrible nouvelle. La police a recherché dans tout le secteur, mais il n'y avait aucune trace de Madoka. Ses parents sont restés sur le terrain de jeu, cherchant en vain jusqu'à la tombée de la nuit. Finalement, sans espoir, ils sont partis et sont rentrés chez eux, en pleurant toute la nuit. La police a assuré aux parents qu'ils retrouveraient leur fille, mais après un mois, il n'y avait aucune avancée dans les recherches. 6 mois plus tard, Madoka était toujours disparue, et ses parents étaient totalement désespérés. 1 an est passé. La police a rendu visite aux parents et leur a dit que Madoka était probablement morte. Le chef de la police a dit qu'il était désolé, qu'ils ont fait de leur mieux, tout en leur pouvoir pour retrouver la jeune fille, mais que maintenant, ils devaient faire face aux faits. Ils ne sont pas capables de la retrouver. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est arrêter les recherches et classer l'affaire de la disparition de Madoka comme non résolue. Peu importe ce que la police disait, les parents, eux, refusaient d'abandonner. Ils ont décidé de consacrer leur vie à la recherche de leur fille qui avait disparu. En tant que dernier espoir, ils ont décidé de contacter une voyante, espérant obtenir de nouvelles perspectives de recherche sur cette affaire que la police n'avait pas pu aborder. Les parents ont donc contacté la voyante la plus connue du pays, qui était devenue connue en aidant la police avec des cas très compliqués, où elle avait réussi à désigner des endroits très précis permettant de retrouver des criminels recherchés ou des personnes disparues. Les parents et la voyante se rencontrent et elle leur demande de l'emmener au dernier endroit où ils ont vu leur fille.
Les parents l'emmènent donc au parc où Madoka a disparu. La voyante s'est assise sur le sol, a fermé ses yeux et est tombée dans un état de transe. Après un petit moment, elle s'est relevée et a demandé aux parents de l'amener chez eux. Elle a marché dans toute la maison, touchant des objets appartenant à la jeune fille disparue, que ce soit des vêtements, des chaussures, des jouets, et soudainement, la voyante a placé ses mains sur sa tête. Elle était retombée dans un état de transe. Avec une voix très étrange, elle a chuchoté « Madoka est en vie ». Très heureux, les parents se sont pris dans les bras. Ils pleuraient de joie. Et là, la mère a demandé avec une voix tremblante « Dites-moi, où est Madoka maintenant ?» La voyante a souri et elle a dit « Son cœur bat toujours et ses poumons respirent encore ». Les parents reprennent leur souffle, un souffle d'espoir. La mère dit « Je le savais, mais où est-elle maintenant ?» La voyante leur répond. Les yeux de Madoka regardent une maison luxueuse avec du mobilier très cher. Son estomac ne contient que de la cuisine gastronomique. La mère a de plus en plus d'espoir et elle demande de nouveau « Où est Madoka maintenant? S'il vous plaît, dites-le nous. » La voyante semble totalement hésitante. Ses yeux sont très étranges, ils sont grands ouverts et elle crie. Elle est partout autour du monde. Pendant un instant, les parents de la jeune fille disparue se tenaient là, totalement tétanisés, figés, leur bouche grande ouverte. Et après cela, ils ont compris ce que voulait dire la voyante. Les deux parents se sont évanouis. Qu'est-il arrivé à Madoka, la jeune fille disparue? Alors vous l'avez? Ça c'est crade. Vraiment très crade. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Quand Madoka a disparu, elle ne s'est pas volatilisée dans l'air. Elle a été enlevée. Enlevée dans un but précis. Et c'est ce but-là qui est totalement creepy. Le but, c'était de vendre ses organes au marché noir. C'est pour ça que la voyante dit qu'elle se trouve partout dans le monde, c'est que ses organes ont été vendus aux quatre coins du monde. Son cœur et ses poumons fonctionnent encore parce qu'ils ont été transmis à quelqu'un. Ses yeux également. Son estomac de même. La Madoka telle que ses parents l'ont connue a bien définitivement disparu. Néanmoins, ses organes, eux, perdurent encore. Et naturellement, quand les parents ont compris ça, c'est totalement naturel qu'ils s'évanouissent. Mais une question demeure en tant que bon enquêteur, c'est qui a enlevé Madoka? Ça, on ne le sait pas. Peut-être qu'il est autre près de chez vous.